C'est un chapitre sombre de notre histoire, souvent méconnu des Canadiens. Mais c'est justement pour faire la lumière sur ce qui s'est passé dans les pensionnats autochtones qu'une commission parcourt le pays depuis près de 3 ans. À partir de demain, cette commission de vérité et de réconciliation va siéger pour la première fois au Québec. Pour aller au fond des choses, nous allons vous proposer cette semaine des entrevues avec une des commissaires et avec le député Roméo Saganache qui a vécu les pensionnats. Mais d'abord, ce soir, Azef Voldegorgis et Francine Doyon nous présentent le témoignage d'un homme qui incarne à lui seul le drame vécu par toute une génération d'Autochtones. Quand je suis parti pour la première fois pour le pensionnat, ma mère préparait avec soin ma petite valise. J'avais 6 ans pour ce premier voyage. Cette voix, c'est celle de Marcel Petitcouet. À 62 ans, il raconte sa vie au pensionnat. Car ici, à Wemotaci, 205 enfants ont été envoyés dans ce qu'on appelait les pensionnats indiens à partir de 1955. Il faisait partie des 150 000 enfants autochtones à travers le Canada, à être placés de force dans ces institutions gérées par l'Église. Après le départ de tous les enfants de la communauté, l'ancienne communauté de Wemotaci, c'était silence total, qui disait. On n'entendait même plus les chiens japper. On entendait seulement des femmes qui pleuraient. C'est donc tout petit que, valise à la main, Marcel commence un long périple à 700 km de chez ses parents, à Amos. Il se souvient de ce premier voyage en train la nuit. Ça a été un voyage, pour l'âge que j'avais, je ne sais pas combien d'heures, mais ça a été très, très long. La journée de l'arrivée au pensionnat, c'était la séance de dépouillage. C'est-à-dire qu'il nous coupait les cheveux. Sa sœur Carmen reçoit le même accueil. Ma mère m'avait fait des belles tresses quand je suis partie, puis ils me l'ont coupé. Puis j'avais les cheveux coupés carrés, toupette carrée, puis tu sais, toutes carrées. Puis on avait toutes les mêmes coupes, toutes les filles. On me disait tout le temps que les Indiens, ça pue, ça se lave pas. Puis c'est de ça que j'avais honte. Ces pensionnats, financés par le gouvernement fédéral mais gérés par le clergé, étaient créés pour assimiler de force les Premières Nations. Interdiction de parler sa langue maternelle, encore moins de pratiquer sa spiritualité. Il fallait tuer l'Indien en eux. Frères et sœurs n'ont pas le droit de se parler ni de se côtoyer. On nous obligeait à parler français, puis je comprenais pas qu'est-ce qu'ils me disaient des fois. Puis là, quand on comprend pas, c'était un coup de pied dans le derrière ou bien une claque en arrière de la tête. Il fallait pas qu'on parle notre langue. Mais ce qui a brisé sa vie et qu'il n'oubliera jamais, c'est quand à l'âge de 7 ans, il se fait violer par un frère lorsqu'il prenait sa douche. Quand il a pénétré son pénis dans l'anus, je sentais quelque chose qui déchirait en dedans de moi. Là, puis... Ma petite valise était très lourde. Ce que ma mère y avait mis n'y était plus. Amour, caresse, toutes ces belles choses avaient disparu. Il a gardé le secret pendant 40 ans. Cet épisode est aussi le début d'une série d'agressions sexuelles, d'abord à Amos, puis au pensionnat de Pointe-Bleue. Parfois, des surveillants qui venaient nous réveiller pour aller à la messe, puis ils venaient nous réveiller, puis ils mettaient tout le temps sa main dans nos parties pour nous réveiller, puis quasiment à chaque matin. Pendant près de 10 ans, il est à la merci de ses supérieurs jusqu'à son départ à l'âge de 16 ans. Il retourne à Wemotaci, brisé. Quand je suis sorti des pensionnats, j'ai sauté dans l'alcoolisme, je pourrais dire. Je me détestais tellement dans l'adolescence. Mon orientation sexuelle était complètement fuckée. Puis c'est lourd, ce secret-là. Très, très lourd. Ça nous amène à vouloir nous enlever la vie. Malgré tout, il se marie très vite et devient père de 5 enfants.
Ben, j'étais un père très négligent, violent aussi. Pas envers mes enfants, mais plus envers ma conjointe. Pendant 20 ans, il se noie dans l'alcool, la drogue, jusqu'au jour où sa femme, Louisa, lui lance un ultimatum. J'ai dit à Marcel, moi j'arrête de boire. Si toi tu continues à boire, c'est ben voilà, mais tu t'en vas. Les répercussions des pensionnats se font sentir partout dans la communauté. Leur fils Harold en a subi aussi les conséquences. Ouais, ils ont tous amené ça dans ma génération à moi. T'sais. Quand je pense aujourd'hui ce que j'ai vécu à l'école, j'ai été battu, j'ai été agressé aussi sexuellement. C'était toutes des affaires de même que... En 1993, Marcel commence une longue thérapie. Il arrive à se confier la première fois dans sa langue maternelle, l'Atikamekw. Je me sens en paix. J'ai tout remis ce que j'ai subi à mon agresseur. Sa honte, sa culpabilité. C'est aussi durant cette période qu'à l'échelle nationale, des milliers d'anciens pensionnaires autochtones intentent des poursuites judiciaires contre les églises et le gouvernement fédéral. Pour présenter nos excuses aux peuples autochtones. En juin 2008, le Premier ministre Stephen Harper présente des excuses complètes relativement aux pensionnats indiens. Un an plus tard, le pape exprime son chagrin à l'égard des anciens pensionnaires, mais pas d'excuses officielles du Vatican. Pour les Petikwe, la réconciliation commence d'abord dans la famille. On avait allumé un feu, puis un feu sacré, comme on dit. Là, j'ai pris chacun de mes enfants, puis je leur ai demandé pardon. Je leur ai demandé pardon de ne pas avoir été là pendant les 20 années de consommation. Notre famille, on a fait la paix avec ça. T'sais. Vous lui pardonnez? Oui, on s'est comme réunis à un moment donné, l'automne passé, pour vraiment mettre ça au clair, le gars. Aujourd'hui, père, fils et petit-fils font une cérémonie de guérison et de partage, avec la sauge pour purifier leurs âmes. Un rituel qu'un siècle de pensionnat n'a pas réussi à détruire. Mon souhait le plus cher, c'est qu'il y ait une réconciliation entre les générations des pensionnaires et la génération de nos enfants. Ma petite valise est aujourd'hui très légère. Elle est pleine de bonnes choses que je peux partager avec toutes les personnes qui se trouvent sur mon chemin. Marcel et Louisa ont aujourd'hui 14 petits-enfants. Ils ont aussi adopté leur nièce Yasmine il y a 12 ans. Une seconde chance d'être parents. Il nous a beaucoup enseigné. Qu'est-ce que c'était que l'amour. Le Créateur a été bon pour moi. Elle m'a donné un enfant à élever dans la sobriété. Puis je lui dis merci à ma fille d'être là. C'est un témoignage vraiment bouleversant, Azeb, et qui montre à quel point cet exercice justement de vérité, de réconciliation est important pour les Autochtones. Vous savez, Céline, l'histoire de Marcel Petikwe, c'est aussi l'histoire de beaucoup d'Autochtones qui souffrent encore aujourd'hui en silence. Juste pour vous donner une idée, il y a eu 130 pensionnats indiens à travers le Canada et aujourd'hui, il y a 80 000 survivants, 80 000 anciens pensionnaires. Alors demain, à Manuetenam, dans la communauté Innu, à quelques kilomètres d'ici, la commission de vérité et réconciliation va siéger pour entendre les témoignages d'anciens pensionnaires, de survivants qui vont raconter un peu ce qu'ils ont vécu quand ils étaient au pensionnat. Et l'objectif de cette commission, c'est un peu un devoir de mémoire pour informer les Canadiens et pour découvrir un peu ce qui s'est passé dans les pensionnats indiens. Si vous voulez, c'est un processus de vérité et de guérison. Oui, tout à fait. Vous allez y assister et on suivra justement ces travaux avec vous au cours des prochains jours. Merci beaucoup, Azeb.